tous et bien heureuse de vous retrouver. Toute cette semaine dans la grande table des idées, plaidoyer pour la Terre. Alors que la loi climat et résilience est en discussion à l'Assemblée nationale, on renoue avec ce monde qui nous entoure à travers la pensée du botaniste Francis Hallet demain et des philosophes Vinciane Després mercredi et Pierre Charbonnier jeudi. Et on ouvre à partir de 12h55 avec l'intellectuelle canadienne Naomi Klein, l'auteur du best-seller No Logo, il y a 20 ans, revient avec Vaincre l'injustice climatique et sociale. C'est chez Actes Sud. Et c'est un appel à la mobilisation mondiale de la jeunesse, ce feu sacré qu'il faut aider à grandir. Mais d'abord, Mettre en onde, chez Actes Sud. Ce livre est à la fois un témoignage personnel, celui de son auteur, notre invitée Blandine Masson, auditrice, puis réalisatrice, puis responsable des fictions de France Culture depuis 2005. Et un livre d'histoire de la fiction radiophonique, genre à part sur nos ondes. La grande table. Olivia Gesbert. La fiction radiophonique est destinée à un public d'aveugles, invisibles. La formule du dramaturge Tristan Bernard montre toute la complexité de l'exercice. Bonjour Blandine Masson. Bonjour. Aujourd'hui, est-ce que vous avez appris à faire plus confiance à vos yeux ou à vos oreilles ? À vos oreilles plus qu'à vos yeux peut-être ? Mais je crois que j'ai toujours fait confiance à mes oreilles et je crois que j'ai beaucoup vécu avec mes oreilles. J'adore voir, j'aime voir les paysages, j'aime regarder, mais je pense qu'il y a quelque chose. Je repense tout de suite à une phrase d'Alain Trutat, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais qui disait la réalisation, c'est mélanger plusieurs états d'âme. Et je trouve que dans l'oreille, dans l'écoute, il y a de l'état d'âme. Et je pense que c'est ça que je cherche, et je cherche à entendre ces états d'âme. Donc le réalisateur de fiction ou la réalisatrice est un peu comme son public aussi, un aveugle invisible parce que c'est un métier de l'ombre. Hein. Derrière les fictions, il y a tout un travail de mise en onde, ce que vous racontez d'ailleurs à travers ce livre. Ça veut dire que quand vous réalisez ou quand vous réalisiez, c'était les yeux fermés ? Oui, c'est vrai que je fermais souvent les yeux. Je tournais le dos. Il m'est arrivé souvent de tourner le dos aux acteurs, en fait, dans la cabine, de me tourner pour ne voir personne et même fermer mes yeux, parce que je voulais être tout oui, c'est-à-dire vraiment ne faire qu'entendre. Et par exemple, surtout, ce que je faisais beaucoup, c'est ou ce que je fais encore quand ça m'arrive, c'est de lâcher le texte, en fait. C'est parce que je me suis rendu compte que quand on écoute un acteur en regardant le texte, on rattrape éventuellement toutes les incorrections, toutes les imprécisions, on rattrape beaucoup de choses par une espèce d'oreille interne mélangée à l'œil. Ce qui fait que, en fait, je laissais toujours le texte très loin de moi pour ne faire qu'écouter, en fait. Et effectivement, je fermais les yeux. Si elle donne à entendre, la fiction radiophonique, ce théâtre imaginaire, comme vous l'appelez très joliment, doit aussi donner à voir et surtout, au fond, à ressentir. Vous racontez dans ce livre comment vous entendez des voix, pas tout à fait à la manière de Jeanne d'Arc, d'une autre manière, parce que dans votre tête à vous, Blandine Masson, et dans celle des réalisateurs et réalisatrices de fiction, vous avez un catalogue de voix. Le réalisateur étant aussi un directeur de casting, vous castez les comédiens, comme on dit, à l'oreille. C'est-à-dire que vous avez peut-être votre Cyrano de Bergerac, qui n'a pas la corpulence de Depardieu, votre Tartuffe, qui n'a peut-être pas la raideur un peu apparente de Michel Bouquet, votre Phèdre de radio, qui ne ressemble peut-être pas à la Phèdre Dominique Blanc de Chéreau. Vous avez vos propres héros et héroïnes de théâtre, de fiction. Oui, alors moi j'ai ça, c'est ce que pratiquent et ce que vivent tous les réalisateurs de fiction. Ils le raconteraient mieux ou aussi bien que moi. Je crois nous sommes tous, effectivement, nous avons ce catalogue de voix. C'est-à-dire qu'en fait, pour réaliser de la fiction, il faut vraiment connaître beaucoup d'acteurs. Il faut connaître leurs voix, les avoir dans la tête, en mémoire. Je me suis rendu compte que depuis que je réalise beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de voix dans mon catalogue, en fait, intérieur. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on lit un texte, et qu'on cherche la distribution, en fait, immédiatement, en fait, toutes les voix apparaissent. En fait, on entend jouer la pièce à l'intérieur de soi-même. Et on fait la distribution à l'intérieur de soi. J'avais été très frappée parce que j'avais parlé beaucoup avec un compositeur, un guitariste qui s'appelle Claude Barthélémy. Parce qu'un jour, il m'avait raconté comme ça, ou des beautés, voilà, moi, quand j'écris, j'entends tous les instruments. Je me disais, c'est marrant, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même processus que le compositeur, le musicien. Ou le chef
chef d'orchestre, ouais. On va dire plutôt le chef d'orchestre d'ailleurs. Et c'est très proche. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une chef d'orchestre qui racontait exactement les mêmes choses. Donc les voix arrivent presque naturellement, même tout à fait naturellement. Et c'est vrai qu'on entend. Moi, j'étais peuplée. Là, je regrette, j'en ai beaucoup moins à l'intérieur de moi-même. Mais j'avais beaucoup de voix, très diverses. Et les réalisateurs, j'admire leur talent aujourd'hui parce qu'ils ont... c'est extraordinaire, toutes les voix auxquelles ils peuvent faire appel, parce qu'ils connaissent tellement bien les acteurs. Alors, à quoi ça tient une bonne voix de fiction ? Je ne crois pas qu'il y ait de bonne voix, en fait. C'est la justesse. Je pense que le mot le plus... Parce que c'est comme la musique, en fait. C'est très musical. Et donc, c'est comme ça, accordé. Oui, des instruments qui s'accordent. Et en fait, alors évidemment, ça c'est lié aussi avec sa propre imagination, puisque ce qu'on demande à un réalisateur de fiction, c'est d'engager son imagination, engager sa vision des choses, sa vision d'un texte. Et forcément... je pense qu'il n'y en a aucun qui mettrait... Madame Bovary est diffusée en ce moment, c'est magnifique. Je pense qu'il y a 10 réalisateurs, 11, il y aurait 11 Madame Bovary, parce que je pense que chacun l'imagine comme à sa manière. Quelle serait la vôtre ? Je ne sais pas. En fait, il y avait... je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre comme ça. Il y avait un exercice, quand je suis devenue réalisatrice, il y avait cet exercice d'imaginer une distribution avec tous les acteurs possibles, qu'ils soient morts ou vivants, ce qui est absolument génial, parce qu'effectivement, dans toute liberté. Et donc s'autoriser, oui, il faut s'autoriser à... Ouais, faut s'autoriser, en fait, surtout. Et vous vous souvenez, justement, quand vous avez passé cette épreuve, vous, de la pièce imaginaire, de la distribution idéale que vous avez dû concevoir ? Mais en fait, je me souviens que c'était une pièce de Noël Renaud. C'était une histoire d'un père qui tombe. Je ne sais plus très bien. Et je sais qu'il y avait la voix de Piccoli, mais moi, j'ai toujours adoré la voix de Piccoli. J'ai malheureusement pas pu vraiment travailler avec lui, je l'ai rencontré, mais ça fait partie des voix où j'aurais... Voilà, c'est un acteur avec lequel j'aurais vraiment aimé travailler. Et pourtant, aussi fantastique, aussi gigantesque soit-il, Michel Piccoli, il n'aurait pas pu incarner tous les rôles. Aussi dans sa voix. Pas simplement à l'écran, mais évidemment en radio. Il incarnait peut-être par sa voix un type de rôle ou de personnage. Oui, en fait, c'est ça la magie de la distribution, en fait, c'est de se dire, ça, ce personnage-là, bon, c'est quand même, c'est extraordinaire hein, de pouvoir faire de la fiction radiophonique, de pouvoir en réaliser, de pouvoir en écouter, et c'est vrai d'associer tel personnage à telle voix, et de se dire, là, ce serait... Ce qu'il faut dire, quand même, c'est que la chance ici, à France Culture, à Radio France, c'est que moi, il se trouve que j'ai pas pu travailler avec Piccoli parce que ça s'est pas fait, mais Piccoli adorait la radio et par exemple tous les acteurs aiment beaucoup la radio et souvent ils disent oui tout de suite pour venir travailler avec nous. Donc rien n'est impossible non plus. La fiction radiophonique a été un art nouveau. Il a dû s'inventer, en tout cas aussi, trouver sa place avec le théâtre ou contre le théâtre. Hein. C'est ce que vous racontez très bien dans ce livre. Et aussi un peu par rapport au cinéma, avec lequel la fiction radiophonique a flirté de temps en temps. Sur ce métier, on va y revenir parce que c'est une manière de raconter ce qui se joue dans la fiction radiophonique. On les appelait hier des metteurs en ondes, par mimétisme avec les metteurs en scène de théâtre. On les appelle aujourd'hui des réalisateurs, en référence au cinéma. Celui qui a inventé ce métier en 1943, ce pionnier de cet art radiophonique avec le metteur en scène de théâtre Jacques Copeau, c'est Pierre Schaeffer et on l'écoute. Copeau a désappris le théâtre à la première minute et donc nous a aidés, au cas où nous aurions voulu rejoindre le théâtre, nous a aidés à ne pas le rejoindre. Les premières phrases de Copeau, d'ailleurs rendues célèbres dans un texte où il a laissé en quelque sorte ses principaux conseils pour faire une radio, pour la voix du comédien au micro, et pas seulement du comédien, pour la voix du lecteur. Copeau a commencé par dire, ce qui caractérise le micro, c'est d'être le contraire du théâtre. Vous ne parlez pas dans une salle, vous parlez tout seul apparemment, mais à une foule innombrable. Vous n'avez pas de rampe, vous n'êtes pas sur un plateau, vous êtes dans la confidence, vous parlez à voix basse, vous parlez d'homme à homme. C'est le contraire du théâtre. Dans le théâtre, il faut les apparences. Il y avait les cothurnes des anciens. Déchaussez les cothurnes, vous êtes à nu, votre voix est nue, on vous jugera sur votre voix, et votre voix, c'est vous-même. Et il n'y a que la sincérité, l'authenticité qui va payer.
Voilà, Copeau, Schaeffer, une école de la sincérité. C'est intéressant parce que Pierre Schaeffer dit que Copeau, qui vient du théâtre, justement, pour faire de la fiction ou des dramatiques, il a dû d'abord désapprendre. C'est ce que vous soulignez dans ce livre, cette histoire singulière, particulière de ce genre radiophonique qui s'est construit entre deux eaux, à la fois avec et contre le théâtre. Pourquoi ? En fait... C'est une histoire assez mystérieuse, parce que la fiction radiophonique est née du théâtre, comme je l'explique. Je pense qu'il y a ce sentiment d'avoir une dette toujours vis-à-vis du théâtre. Bon, de toute façon, c'est quoi ? On travaille avec du texte, des acteurs, de la voix. Bon, c'est évidemment très très proche du théâtre, mais... Une dette ou un complexe d'infériorité ? Qu'est-ce qui explique que la fiction ait toujours voulu s'en émanciper en même temps ? Je pense un complexe d'infériorité, clairement. Il y a toujours le sentiment de passer après tout le monde, de passer après tout. Et donc de ne pas être un art reconnu. C'est moins maintenant, parce que maintenant, je trouve qu'il y a une vraie existence de la fiction radiophonique. Mais le sentiment que... tous, Schaeffer s'est battu contre ça, en fait. Mais paradoxalement, Schaeffer est aussi allé chercher Jacques Copeau. Ce qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai réfléchi à ces liens comme ça de distance, de rejet, de rapprochement entre la radio et le théâtre, c'est qu'en fait, on voit aussi comment toute l'histoire de la fiction radiophonique épouse toute l'histoire de la décentralisation dramatique en France. C'est-à-dire c'est la même histoire, ce sont les mêmes gens, en passant par Avignon. En fait, c'est toujours lié. Donc l'histoire de la fiction radiophonique est totalement intrinsèquement liée au théâtre. Mais pour exister, elle a besoin de s'en libérer, de s'en émanciper et de quitter le théâtre quelque part. Si vous voulez. Et je pense que c'est ce qu'on a gagné les dernières années. C'est-à-dire quand on fait des séries, on fait du podcast, on quitte quand même le théâtre, on quitte la théâtralité. Et la théâtralité, ça passe pas à la radio. Il y a un refus de la théâtralité pour ceux qui font de la fiction radiophonique. C'est quoi cette théâtralité ? Mais c'est quelque chose. C'est ce geste large, ce qu'on imagine. Oui, c'est le fait de donner beaucoup de voix, c'est une forme d'emphase, mais je pense que la question de la fiction, ce qui la sépare finalement du théâtre. Enfin, je sais pas, c'est compliqué, mais il y a un pacte avec l'auditeur qui se fait. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on y croie, en fait. Il faut qu'on rentre dans cette fiction, il faut qu'on rentre dans cet imaginaire. C'est pour ça que moi, je préfère le mot fiction. Franchement, je préfère le terme fiction au terme dramatique radiophonique, théâtre radiophonique, parce que c'est beaucoup. Ça dit le rapport à l'imaginaire beaucoup plus. Et nous ne faisons pas du théâtre radiophonique, effectivement, mais on aime aussi faire du théâtre à la radio. C'est absolument un bonheur aussi de faire du théâtre à la radio. Voilà, vous avez repris cette tradition qui consiste à se distinguer aussi du théâtre. Vous racontez le divorce, vous racontez aussi la réconciliation, mais peut-être il faut en revenir quand même un peu aux sources de la fiction radiophonique. Et vous citez d'ailleurs Paul Claudel, « L'œil est fait pour voir et l'oreille pour entendre la vérité ». Ça, c'est Marthe dans l'échange, qui place aussi l'auditeur comme une sorte de spectateur idéal, avec cette idée du tête-à-tête qui va se créer entre l'œuvre et l'auditeur, qui doit se passer de ce qu'est la scène, de cet espace public de partage. Les mots du poète, ils sont aux sources même de la radio, puisque la première forme émise en 1922, c'est un poème de Victor Hugo. Vous racontez ensuite comment et en quoi la BBC du pays de Shakespeare a été précurseur en matière de diffusion d'œuvres dramatiques. Est-ce que dans cette histoire-là, aux origines, la France a trouvé très rapidement une voix à elle, une voix singulière ? Oui, je pense qu'elle l'a trouvé avec Schaeffer, en fait. Elle l'a cherché longtemps. Je parle de la toute première pièce radiophonique, qui est considérée comme une œuvre radiophonique, en fait. Et Copeau, je me suis rendu compte que Jacques Copeau, donc le metteur en scène du Cartel, Jacques Copeau qui était à l'origine de toute la décentralisation dramatique du théâtre d'art, est présent du début jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la fin, mais est présent dès le début de toute cette histoire. Il y a une singularité française qui se cherche, je pense. C'est trop long à raconter, mais qui se cherche beaucoup.
jusqu'à la trouver, je pense, effectivement, pendant la guerre, au moment où il y a cette rencontre fondatrice entre Jacques Copeau et Pierre Schaeffer, qui est un homme de radio qui va vers un homme de théâtre, un homme de théâtre qui va vers un homme de radio. C'était pas si simple, visiblement, leur relation non plus, mais ils inventent vraiment quelque chose, et je crois que c'est à partir de là, et la singularité, je pense, c'est le rapport au texte. Il y a un rapport à la culture, il y a un rapport au texte, il y a un rapport à la recherche au poète, en fait, qui traverse tout ça, ce qui fait que encore aujourd'hui, on est porté par beaucoup plus qu'en Amérique, par exemple. Je pense que le génie de Wells, c'est ce que regrette Pierre Schaeffer. Il dit, on n'a pas encore en France, en 1938, l'équivalent d'Orson Welles, parce qu'il n'y a aucun complexe avec la littérature, ni avec rien. On peut prendre des livres, les couper dans tous les sens, et puis on y va, puis on réalise, puis on invente, etc. Il n'y a pas ça en France. Il y a beaucoup plus de respect du texte. Et après, il y a le rapport à la langue, et je pense que le rapport à la langue, il est lié aussi à la guerre. C'est-à-dire tous ces gens, quand ils se sont retrouvés après 1943, à la Libération, en 1945, ils ont fait cette radio qui est née de la Libération. Ils ont défendu une langue, une langue pour laquelle certains d'entre eux étaient morts. C'est ce que dit Pierre Schaeffer. Il y a quand même ou des réalisateurs qui étaient revenus des camps, ou d'autres un tas de gens qui avaient disparu. Donc ils se sont battus pour une culture, pour une intelligence, pour une langue. Et je pense qu'on est héritier de ce combat, quand même, quelque part. Et en même temps, la fiction radiophonique s'est aussi construite contre la littérature, pas simplement contre le théâtre, même si on est dans une nation littéraire. Toute pièce peut-être être adaptée, mais la radio nécessite quand même une écriture particulière. Hein. Il y a des cas d'école, vous avez cité Orson Welles, vous parlez d'un autre, cette pièce Maremoto, elle en est un cas d'école, elle a été interdite de diffusion par le ministère de la Marine. Elle est intéressante cette histoire, hein, parce qu'il y avait à l'intérieur de la pièce des appels au secours. Et en fait, c'est posé très vite la question pour l'auditeur, et la question se pose dans la fiction radiophonique, de comment distinguer la fiction de la réalité. Quand on n'a pas l'image, la frontière est assez étanche. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette pièce, Maremoto ? Maremoto, c'est l'histoire d'un naufrage en mer. Hein. C'était la toute première pièce. Et c'est vrai que tout le monde se pose la question de savoir c'est quoi cette œuvre qui, en fait, qu'on ne peut vraiment comprendre ni entendre que parce qu'on l'écoute. C'est-à-dire, si on la lit, elle n'est pas forcément peut-être extraordinaire, mais si on l'écoute, elle prend une vraie dimension. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu l'histoire française, c'est un peu la version française de la guerre des mondes d'Orson Welles, parce qu'effectivement, personne n'était habitué. On ne connaissait pas la radio à l'époque, en 1924. Donc effectivement, tout d'un coup, dans les sans-filistes, comme on les appelait à l'époque, écoutent la radio, ils entendent des appels au secours, etc. Panique à bord, il y a un naufrage quelque part. Bon, c'est vrai que je pense que la radio, au tout début du XXe siècle, a induit quelque chose qui était un flirt très étrange entre la réalité et la fiction. Et on ne savait plus vraiment où c'était, en fait, où ça se passait. Et la fiction doit continuer quand même à se démarquer du documentaire. Elle ne doit pas être dans ce mimétisme-là. Il faut bien qu'on comprenne ce qui est fiction et œuvre d'imagination et ce qu'est le documentaire. Vous donnez la part belle aux pionniers, aux précurseurs de ce genre de la fiction radiophonique, pour éviter la ringardisation d'un genre ancien ou simplement de se faire dévorer par l'importance de l'image dans notre société. Il a rouvert le champ des possibles. C'est Alain Trutat, ancien monsieur fiction de France Culture, qui a d'ailleurs débaptisé les dramatiques pour en faire fiction. Et c'est aussi celui qui vous a mis le pied à l'étrier des fictions radiophoniques. Il insistait sur un point, Alain Trutat, qui était essentiel pour lui, c'est la question du silence. Comment il habitait ce silence ? Comment il utilisait ce silence dans les fictions ? En fait, le silence, c'est un ingrédient parmi d'autres, en fait. Et donc, il faut juste savoir c'est là où les yeux fermés jouent beaucoup. C'est-à-dire, il faut pouvoir sentir à quel moment le silence est trop long ou trop court. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement musical. Je pense que finalement, plus j'y pense, plus je me dis que la musique est vraiment tellement proche. Et donc, quand vous écrivez de la musique, il y a des notes et il y a du silence. C'est la même chose. Et donc, le silence, à des moments, c'est par le silence qu'on peut entendre mieux. C'est par le silence qu'une voix arrive mieux. Donc, il faut savoir, et c'est une alchimie, et il faut pouvoir mélanger tout ça.
Blandine Masson est notre invitée jusqu'à midi et demi, auteure de Mettre en ondes, la fiction radiophonique chez Actes Sud, réalisatrice de fiction d'abord, aujourd'hui en charge des fictions de France Culture. On va s'offrir une petite fantaisie fictionnelle réalisée par Thomas Beau, du Soulier de satin en passant par Extinction jusqu'à Tintin. On y retourne. Pour commencer, la fantaisie de l'auteur éclate dans la scène burlesque que voici qui nous fait entrer dans les coulisses de son imagination. C'est mieux, n'est-ce pas? Non, le son. Réglez le son, nous Déménagement général. La musique imite le bruit d'un tapis qu'on bat et qui fait une poussière énorme. Pendant qu'on trimballe le matériel de la journée précédente, apparaît parmi les machinistes l'irrépressible qui les dirige et les bouscule à la manière d'un clown de cirque. Et maintenant, allons chercher Milou. Moi, j'ai beaucoup hésité avant de devenir metteur en scène de théâtre. Oui. Oui, beaucoup hésité. Et au crépuscule. Et après beaucoup de hésitation, j'ai opté pour la théâtre, parce que la théâtre, c'est plus puissant comme action. Chut, Milou. Écoute. Je suis debout devant la cuisinière, attendant que l'eau commence à bouillir. Je verse quelques cuillerées de café dans le filtre et je continue à penser. La nécessité de penser a atteint en moi une telle intensité que penser n'est plus possible. Mes épaules s'affaissent. J'ai le visage si près de la plaque qu'il devient brûlant. Nous allons à l'esprit. Mais je peux encore préparer le café. Le maintien de mon père a toujours été d'un homme qui ne peut dissimuler sa mauvaise conscience vis-à-vis du monde entier. Pierre. Et qui en est malheureux. Dis adieu à Hélène que tu as eue jusqu'ici dans les bras, ta maîtresse. Dis bonjour à Hélène enceinte. C'est une autre femme. Ouais. Franck. Oui. Tu dois venir. Quoi? Elle est passée. Attends, calme-toi, je comprends rien à ce que tu dis là. Je sais qu'est-ce que je fais. T'es où? T'es chez toi? Oui. Bon, bouge pas, j'arrive. J'arrive, je te dis. Viens, mon vieux Milou. Sortons de cette malle et descendons. Nous n'avons plus rien à faire ici. On a terminé sur une note de Tintin après avoir fermé les yeux et ouvert grand les oreilles. On peut faire théâtre de tout, disait Vitesse, Blandine Masson. Est-ce que vous pouvez en dire autant, vous, de la fiction radio aujourd'hui ? Et Tintin est peut-être un bon exemple de cela. Comment adapter une bande dessinée, une histoire comme Tintin à la radio? Bon, ça, c'est le talent de Benjamin Habitant. Je veux rendre hommage, parce que c'est formidable d'entendre tout ça, mais c'est vrai à tous ces réalisateurs qui travaillent. Il faut dire que c'est un travail collectif aussi, avec des assistants, les bruiteurs, les techniciens. Bon, c'est la magie de ces arts, comme ça, de cet art. Les acteurs, les musiciens, voilà, il y a beaucoup de monde convoqué pour une création radiophonique. Et par exemple, si on parle de Tintin, c'est un énorme travail. C'est pour ça que c'est vrai que vous parliez au début de l'invisibilité, c'est qu'en fait, bon, c'est parfait, on ne se rend pas compte de tous les efforts, de l'énormité du travail qu'il y a derrière, de la préparation, de la direction d'acteurs qui est quand même exceptionnelle. Voilà, on peut dire ça de toutes les fictions. Et en fait, on ne se rend pas compte, on ne comprend pas, on ne sait pas que voilà, c'est très invisible. On ne voit pas, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ça justement le pacte avec la fiction, c'est qu'on ne connaît pas la cuisine et on ne cherche pas à la savoir. Mais moi, je voulais simplement dire que ce métier, cette fiction, ça existe, c'est magnifique. Il faut que ça continue, c'est très beau. Il faut que ça continue. Il faut aussi, dans des périodes de crise, aider les auteurs, aider les acteurs. On l'a vu au moment du Front populaire, la radio est souvent appelée à soutenir le théâtre dans les périodes de crise notamment. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que France Culture, est-ce que les fictions radiophoniques sont venues dans cette crise sanitaire qui a provoqué la fermeture des lieux de spectacle au secours du théâtre? Oui, alors France Culture est extrêmement présente et avec Sandrine Trainer, directrice de France Culture, on s'est beaucoup engagé aux côtés des artistes là toute cette année. On a vraiment essayé on a pu renouer. Je crois que France Culture a renoué avec le lien
je dirais, privilégié avec le théâtre, c'est-à-dire une manière de capter, d'enregistrer, de préparer des versions radiophoniques des spectacles. On pourra, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on pourra regarder ce qui s'est passé cette année en disant, tiens, voilà, c'est la photographie d'une année de théâtre qui n'a pas eu lieu, puisque nous diffusons tous les 15 jours un spectacle qui n'a pas pu exister, tout simplement. Et des spectacles qui n'ont pas été pensés, pour le coup, pour la radio, justement, au départ. Ce sera peut-être le cas de Christophe Rauque, qu'on recevra cette semaine dans la Grande Table, et dont vous diffuserez sa pièce Dissection d'une chute de neige ce dimanche sur France Culture. Oui, là, c'est Baptiste Guiton qui a fait cette réalisation. C'est particulier parce que c'est une vraie captation, pour le coup, un défi technique incroyable. Donc, un défi pour les techniciens de Radio France. Moi, j'ai écouté, c'est vraiment extrêmement réussi. En fait, il y a 1000 manières de faire entendre le théâtre. On peut reprendre les spectacles en studio, on peut les reprendre dans un théâtre sans public, on peut les capter en public. À chaque fois, moi, je dirais qu'à chaque fois, c'est un prototype et à chaque fois, il faut inventer quelque chose. C'est ce qu'on a fait. C'était très passionnant. Chaque réalisateur a travaillé avec chaque metteur en scène dans une vraie complicité. C'est pour ça que je pense que tout va bien entre théâtre et radio, entre théâtre et fiction. Les artistes peuvent travailler ensemble aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y en ait... L'un n'instrumentalise pas l'autre. Je crois qu'il y a vraiment la possibilité d'un vrai travail en commun. Et d'ailleurs, tous les metteurs en scène avec lesquels on a travaillé étaient absolument passionnés par la radio et avaient envie d'en faire avec nous aussi. Et donc, à chaque fois, il faut, en fait, ce qu'il faut toujours, je crois, c'est inventer. Et vous continuerez à inventer ou à vous réinventer au Festival d'Avignon pour remontrer les liens et cette relation indélébile entre le théâtre et la fiction radiophonique. Ce sera cet été, en juillet. Un mot juste de la place qu'occupe la fiction aujourd'hui sur l'antenne. Rappelons ce qui se joue en ce moment, c'est Madame Bovary, du lundi au vendredi, ça c'est le feuilleton. Ouais. 20h30, 21h, Blandine Masson. Et puis le week-end, où on retrouvera donc dimanche cette pièce de Christophe Rauque dont on vous reparlera, l'atelier fiction aussi. Et puis 2 concerts fiction qu'on prépare, La Fontaine et L'île au trésor, avec les orchestres de Radio France. Merci beaucoup à vous, Blandine Fiction, d'être venue nous raconter cette histoire de la fiction radiophonique. Mettre en onde paraît aux éditions Actes Sud.